Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un exercice sur l'équation de Pell-Fermat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette équation de Pell-Fermat? Donc on va se fixer D qui sera un entier strictement positif qu'on prendra généralement sans facteur carré, mais on pourra aussi définir cette équation quand D a des facteurs carrés. Par facteur carré, on entend que D n'est pas divisible par le carré d'un entier, quand on dit qu'il n'en a pas. Donc l'équation de Pell-Fermat, c'est le fait de chercher les couples d'entiers xy tels que x carré moins dy carré égale plus ou moins 1. Alors, en soi, l'équation x carré moins dy carré égale 1 et l'équation x carré moins dy carré égale moins 1, ça pourrait être deux équations différentes, mais on va voir qu'il y a des raisons assez fortes pour lesquelles on cherche dans le cas où c'est plus ou moins 1, et ça va être lié à les notions d'unité, c'est-à-dire d'inversible dans des anneaux. Donc, on va essayer de chercher à résoudre cette équation, et dans un premier temps, on constate que cette équation, x carré moins dy carré égale plus ou moins 1, on peut la factoriser sous la forme x plus y racine de d, x moins y racine de d. Moins y racine de d. Parce que c'est la quantité conjuguée de x plus y racine de d, c'est x moins y racine de d, et quand c'est en fait c'est une identité remarquable, hein, ça c'est x moins y racine de d, x carré moins y racine de d le tout au carré, ça se factorise comme ça, et ça fait apparaître deux quantités qui sont conjuguées, on a juste changé un signe plus en un signe moins. Ça nous amène à poser l'anneau z racine de d, qui est l'ensemble des x plus y racine de d avec xy dans z. Alors vous pouvez essayer de vérifier rapidement que c'est un anneau, c'est pas très difficile, parce que il se trouve que c'est un sous-anneau des nombres réels. Bon, l'addition et la multiplication sont les mêmes que dans les réels, et c'est stable par addition, par multiplication. Et cet anneau, il va nous aider pour trouver les solutions de l'équation de Pell-Fermat, parce que du coup, chercher des couples xy solution de l'équation de Pell-Fermat, c'est comme chercher un x plus y racine de d dans l'anneau, tel que x plus y racine de d fois x moins y racine de d, ça soit plus ou moins 1. On a envie, comme les quantités x plus y racine de d et x moins y racine de d semblent très liées, de définir ce qu'on appelle la notion de conjugué, c'est-à-dire que pour un nombre x plus y racine de d dans z racine de d, on va considérer le conjugué de ce nombre z, qu'on notera z avec une barre au-dessus, et ce nombre c'est le conjugué de z, c'est x moins y racine de d. C'est un peu comme quand on fait la conjugaison complexe, qu'on a des a plus bi, et qu'on considère ensuite le nombre a moins bi, bah c'est la même chose, sauf que cette fois-ci c'est a plus b racine de d qui donne a moins b racine de d. En fait c'est assez lié parce que i, on peut voir ça d'une certaine façon comme une racine de moins 1, et la définition de conjugué est alors la même. Et plus généralement, les conjugués, ce sont les racines du polynôme minimal d'un nombre à coefficient non Q. Ce sont les autres racines de ce polynôme minimal. Et du coup, racine de d et moins racine de d sont les deux racines du polynôme x carré moins d, qui est le polynôme minimal de racine de d à coefficient non Q. Bon, si ça vous intéresse un peu, tapez nombre algébrique sur internet et vous aurez toutes les informations qui correspondent. Donc, l'équation de Pell-Fermat, du coup, on cherchait les x plus y racine de d, tel que quand on le multiplie par son conjugué x plus y racine de d, x moins y racine de d, ça passe plus ou moins 1. Avec la définition qu'on vient de donner de conjugué, ça revient à dire que z bar, ça fait plus ou moins 1. Et du coup, chercher les solutions de l'équation de Pell-Fermat, les x plus y, les xy tels que x carré moins dy carré, c'est plus ou moins 1. Cela revient à chercher les z de la forme x plus y racine de d, tel que z bar, ça passe plus ou moins 1. Et du coup, pour avoir une caractérisation des solutions de l'équation de Pell-Fermat, on va chercher à démontrer le théorème suivant, qui nous dit que si on prend un nombre entier d strictement positif sans facteur carré, il existe un nombre u dans z racine de d, donc de la forme x plus y racine de d, qu'on appellera l'unité fondamentale, la solution fondamentale de l'équation de Pell-Fermat finalement. C'est plutôt l'unité fondamentale de la note z racine de d, et ça nous donne la solution fondamentale de l'équation de Pell-Fermat, telles que les solutions de cette équation, z bar égale plus ou moins 1, soit de la forme plus ou moins u puissance n avec n un entier. Et on comprend bien pourquoi on parle d'unité fondamentale, c'est parce que toutes les solutions de cette équation-là se déduisent
de U. Et elle est fondamentale parce qu'elle permet d'obtenir toutes les solutions de cette équation. Bon, alors, on va essayer de démontrer ce théorème sous la forme d'un exercice. Donc une première partie, on étudiera l'anneau z racine de d. Je voulais mettre pause si vous voulez commencer. Dans une seconde partie, on cherchera à déterminer les unités de z racine de d parce qu'on va se rendre compte que c'est très lié avec la notion d'équation de Pell-Fermat. Et dans une dernière partie, on résolvera quelques équations de Pell-Fermat en utilisant le théorème 3 qu'on aura démontré dans la partie. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire pause et essayer de faire l'exercice, et puis on va passer à la correction. Donc dans la première partie, on pose l'anneau Q racine de d, qui se retrouve en fait être un corps, qui est l'ensemble des x plus y racine de d avec x, y, d rationnels. Et donc, on comprend rapidement l'analogie avec z racine de d, c'est aussi prendre x et y entiers, on les a pris rationnels. Donc la première question, c'est de montrer que Q racine de d est un corps, et que l'application de conjugaison, définie de la même façon qu'on l'avait définie dans z racine de d, c'est un automorphisme de ce corps. Donc, pour montrer que Q racine de d c'est un corps, le plus simple c'est de montrer que c'est un sous-corps de R, parce que ça évite de redémontrer toutes les associativité, commutativité, distributivité des opérations. Pour montrer que c'est un sous-corps de R, déjà on constate que l'élément 1, c'est-à-dire 1 plus 0 racine de d est bien dans Q racine de d. Et ensuite on va montrer qu'il est stable par addition et multiplication, donc on prend a plus b racine de d et x plus y racine de d dans Q racine de d. Quand on regarde la différence de a plus b racine de d et x plus y racine de d, on peut le réécrire a moins x plus b moins y racine de d, qui est bien dans Q racine de d. Et quand on regarde le produit, a plus b racine de d fois x plus y racine de d, qu'est-ce qui va nous donner des éléments sans racine de d? Quand on fera ax, puis b racine de d fois y racine de d, parce que racine de d fois racine de d, ça fait d, et du coup un ax plus by d. Et qu'est-ce qui va nous donner des facteurs en racine de d? Quand on fait a fois y racine de d, et b fois x racine de d, et du coup un ay plus bx fois racine de d. Ça, c'est bien dans Q racine de d. Et c'est stable par passage à l'inverse, parce que 1 sur a plus b racine de d, un calcul qu'on a le droit de faire parce que c'est bien défini dans R, on a le droit de passer à l'inverse dans R, et ensuite on vérifie que l'inverse est bien dans le support Q racine de d. Ça nous donne a moins b racine de d sur a plus b racine de d fois a moins b racine de d, en multipliant en haut et en bas par la quantité conjuguée, comme normalement vous le faisiez déjà en seconde, et ça nous donne finalement a sur a carré moins db carré plus b sur a carré moins db carré fois racine de d, et on remarque que d'ailleurs au dénominateur apparaît la quantité a carré moins db carré qui nous fait beaucoup penser au x carré moins dy carré qu'on cherchait initialement. Voilà, cette quantité elle apparaît vraiment naturellement quand on regarde l'anneau Q racine de d. Et donc ça appartient bien à Q racine de d, ce qui nous montre déjà que Q racine de d est un corps, et un sous-corps de R en l'occurrence. Et maintenant on va montrer que la conjugaison c'est un automorphisme de Q racine de d, alors c'est vraiment un jeu d'écriture. Déjà le conjugué de 1 qui est 1 plus 0 racine de d c'est bien 1. Ensuite si on regarde le conjugué d'une somme, on réécrit la somme sous la forme 1 rationnel plus 1 rationnel fois racine de d. Ensuite, on peut utiliser la définition du conjugué et remplacer notre signe plus par un signe moins. On le réécrit sous la forme a moins b racine de d plus x moins y racine de d, ce qui correspond bien au conjugué de a plus b racine de d, au conjugué de x plus y racine de d. On a montré que la somme des conjugués, c'était le conjugué de la somme. Donc, déjà, c'est un morphisme de groupe. Maintenant, on montre que c'est un morphisme d'anneau, en montrant que le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Donc, on effectue notre produit comme on l'avait déjà fait ici. Ensuite, quand on l'a sous la forme 1 rationnel plus 1 rationnel fois racine de d, on peut effectuer notre opération de conjugaison en remplaçant notre plus par un moins. Et là, on se retrouve avec la même expression que on avait avant, mais avec un moins, et ça revient à faire le produit en fait de a moins b racine de d fois x moins y racine de d, et ce qui est bien le conjugué de a plus b racine de d fois le conjugué de x plus y racine de d. Et on a montré que le conjugué du produit c'était le produit des conjugués, et donc ça permet de conclure qu'il s'agit bien d'un automorphisme de corps. Dans une deuxième question,
on introduit la norme d'un élément dans z racine de d, z racine de d qui est un sous-anneau de q racine de d, on s'en rend assez facilement compte, et la conjugaison c'était un orthomorphisme de q racine de d, or le conjugué d'un élément dans z racine de d c'est encore dans z racine de d, ce qui fait que c'est en particulier la conjugaison, ce que la conjugaison induit sur z racine de d, c'est un automorphisme d'anneau de z racine de d. Ça nous permet de définir la norme d'un élément de z racine de d. Si on prend un élément z qui est égal à x plus y racine de d, la norme de z, on note n de z, c'est l'entier nz qui vaut z fois z bar, et qui vaut x carré moins dy carré. Donc on comprend très bien pourquoi on veut mettre en place cette norme, c'est parce que cette norme, c'est vraiment ce qui apparaît dans notre équation de Pell-Fermat. Notre x carré moins dy carré, finalement, c'est la norme de x plus y racine de d. C'est notre zz bar. Zz bar, ça valait la même chose que x carré moins dy carré. Et chercher zz bar égale plus ou moins 1, ça revient finalement à chercher une norme de z égale plus ou moins 1. Voilà, donc on a introduit cette norme, et la première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que cette norme, elle est multiplicative. C'est-à-dire que pour z et z' dans z racine de d, la norme de z fois z', c'est la norme de z fois la norme de z'. Donc on va montrer ça. Si on prend z et z' dans z racine de d, la norme de z fois z', par définition, c'est zz' fois le conjugué de zz'. Mais la conjugaison, c'est un automorphisme d'anneau sur z racine de d, donc le conjugué de zz', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z'. Et bien sûr, z racine de d en tant que sous-anneau de R est commutatif, donc zz' conjugué de z conjugué de z', c'est la même chose que z conjugué de z, z' conjugué de z', ce qui fait norme de z, norme de z'. Et on a montré que la norme était multiplicative. Alors, on aurait aussi pu raisonner en écrivant z égale x plus y racine de d, z' égale a plus b racine de d, et en regardant ce que ça donnait, la norme de x plus y racine de d fois a plus b racine de d en développant tout, ça aurait été un peu pénible, mais ça aurait marché aussi. C'est juste plus long, et c'est aussi pour ça qu'on introduit la notion de conjugué, parce qu'elle nous facilite grandement nos calculs. Donc maintenant qu'on a montré que la norme de z' c'est la norme de z, norme de z', on va utiliser cette propriété pour en déduire qu'un élément appartient à l'ensemble des inversibles de z racine de d. Ça, c'est l'ensemble des z racine de d avec une croix au-dessus. C'est l'ensemble des unités de z racine de d, c'est-à-dire des éléments qui sont inversibles dans l'anneau z racine de d. Ça veut dire que si on prend un tel z dans z racine de d, il doit exister un z-1 qui est aussi dans z racine de d, tel que z-1, ça fasse 1. Alors, pour rappel, bien sûr, q racine de d étant un corps, il existe toujours, sauf si z est nul bien sûr, un inverse à z dans q racine de d. Mais là, l'ensemble des inversibles de z racine de d, ce qui nous intéresse, c'est que l'inverse de z soit encore dans z racine de d. Donc on cherche l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau z racine de d, et on va essayer de montrer que c'est l'ensemble des éléments de z racine de d qui sont de norme plus ou moins 1. Donc, si on a un élément qui est un élément de z racine de d qui est inversible, en particulier, il dispose d'un inverse, qui est aussi un inversible de z racine de d, et on a que z fois z moins 1, c'est égal à 1. Donc, comme z, z moins 1, c'est 1, par définition de l'inverse, on peut ensuite passer à la norme, et on a que norme de z moins 1, qui est la même chose que norme de z fois z moins 1, par la multiplicativité de la norme montrée question précédente, et z moins 1 c'est en 1, c'est la norme de 1. Et la norme de 1, c'est 1, parce que le conjugué de 1 c'est 1, et 1 fois 1 ça fait 1. Donc, on a montré que norme de z fois norme de z moins 1 c'est 1. Mais norme de z, si on écrit z égale x plus y racine de d, on a aussi vu que c'était x carré moins dy carré. Donc c'est un entier en particulier. Et norme de z moins 1 de même est un entier. Et vu que norme de z et norme de z moins 1 sont des entiers dont le produit ça fait 1, c'est que soit c'est tous les deux 1, soit c'est tous les deux moins 1. Ainsi, norme de z est égale à plus ou moins 1. Réciproquement, si on a norme de z qui est égale à plus ou moins 1, alors z multiplié par z bar, ça fait plus ou moins 1.
Et puis z, il est inversible, et son inverse, c'est plus ou moins z bar. Je vais mettre le plus ou moins devant. Perdu. Parce que, vu que z bar, c'est la même chose que la norme de z, ça fait bien plus ou moins 1, et ce qui fait que, on cherchait un élément z-1 tel que z-1, ça fasse 1, là on l'a trouvé en prenant soit z bar, soit moins z bar, en fonction de si la norme c'est plus 1 ou moins 1. Et on a montré que si la norme c'était plus ou moins 1, alors z était bien inversible dans z racine de d. La question nous demandait dans un deuxième temps d'en déduire le lien entre ça et les équations de Pell-Fermat. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de la vidéo, cette norme de z, si on écrit z égale x plus y racine de d, c'est x carré moins dy carré. Et le lien avec l'équation de Pell-Fermat, il est alors immédiat, parce que les unités de z racine de d, c'est les éléments de norme plus ou moins 1, du coup, comme on l'a montré précédemment. Et les éléments de plus ou moins 1, c'est les x plus y racine de d dans z racine de d qui vérifie x carré moins dy carré égale plus ou moins 1. La norme de x plus y racine de d, c'est x carré moins dy carré. Et les x carré moins dy carré qui valent plus ou moins 1, correspondent au couple xy qui sont solutions de l'équation de Pell-Fermat. On passe maintenant à la deuxième partie du problème, qui nous demande de nous intéresser aux unités de z racine de d. Alors, pour cette partie du problème, on va admettre un théorème qu'on va en fait potentiellement prouver dans une vidéo ultérieure qui parlera soit des fractions continues qui permettent de donner une preuve de ce théorème, soit de la méthode de Chakravala, qui est aussi un moyen d'avoir une preuve de ce théorème, et je ferai probablement une vidéo sur les deux. Donc, ce théorème, en fait, il nous dit que il existe une équation de Pell-Fermat qui soit pas une solution de l'équation de Pell-Fermat qui soit pas une solution triviale. Alors, quand on dit solution triviale, on entend que le couple 1, 0, il est bien sûr solution de l'équation de Pell-Fermat. Si je prends 1 au carré moins 0 au carré fois d, ça fait bien 1. Et moins 1 au carré fois moins 0 fois... Bref, vous m'avez compris. Ça fait aussi 1, donc c'est bien des solutions, et elles sont triviales. Mais ce que nous dit ce théorème, c'est qu'il en existe au moins une autre. Une solution non triviale de l'équation de Pell-Fermat. Bon. Alors, dans le cas où d est sans facteur carré, donc on se fixe d sans facteur carré, et la première chose qu'on va essayer de montrer, c'est que pour un élément x plus y racine de d qui est dans cette racine de d, si sa norme vaut plus ou moins 1, on va montrer alors que cet élément z il est supérieur à 1 pour l'ordre usuel sur R, bien entendu, donc que notre élément z il est supérieur à 1, si et seulement si x et y sont positifs. Voilà, c'est la première question de cette deuxième partie. Donc la correction, on va prendre un x plus y racine de d dans l'ensemble des inversibles de z racine de d, c'est la même chose que de dire, dans la question qui nous était posée, on disait un élément x plus y racine de d de norme z plus ou moins 1, mais par ce qu'on a montré, question 3, les inversibles de z racine de d, c'est exactement les éléments de norme plus ou moins 1 de z racine de d. Donc on prend un inversible de z racine de d, et on va traiter tous les cas en fait. On va regarder le cas où x et y sont plus grands que 0, où x est plus petit que 0, y plus petit que 0, x plus grand que 0, y plus petit que 0, et x plus petit que 0, y plus grand que 0. Et à chaque fois, on va regarder si x plus y racine de d il est plus grand, plus petit qu'un, et où il se trouve dans la droite des réels en général. Alors, si x et y sont plus grands que 0, z, vu que c'est x plus y racine de d et que racine de d est plus grand que 0, c'est plus grand que 0 notamment. Mais en particulier, vu que racine de d c'est plus grand que 1, x plus y racine de d c'est aussi plus grand que x plus y. Alors là, il y a deux possibilités. Soit x et y ils sont tous les deux nuls. Auquel cas, si x et y sont tous les deux nuls, l'élément qu'on considère c'est 0. C'est z égale x plus y racine de d égale 0. Et 0 c'est pas un inversible de z racine de d, donc ce cas-là il est exclu. Ça veut dire que parmi x et y, il y en a au moins un des deux qui est plus grand ou égal à 1, ce qui fait que x plus y est plus grand ou égal à 1. Donc on a montré que dans le cas où x et y étaient plus grands ou égal à 0, x plus y est plus grand ou égal à 1, x plus y racine de d, z est plus grand ou égal à 1,
on veut aussi montrer le sens réciproque, où quand z est plus grand ou égal à 1, alors x est plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0, et on va le faire en fait en montrant tous les autres cas, comme ça on saura exactement dans quel cas z est, en fonction des valeurs de x et y, où se trouve z. Donc si x est plus petit ou égal à 0 et y plus petit ou égal à 0, de la même façon, on a z qui vaut x plus y racine de d, qui est plus petit ou égal à x plus y. Les deux ne peuvent pas être nuls, comme on l'a dit plus tôt, donc il y en a au moins un qui est plus petit ou égal à moins 1, ce qui fait que x plus y est plus petit ou égal à moins 1. Maintenant, si on suppose x plus grand ou égal à 0 et y plus petit ou égal à 0, on sait que quand on considère moins y, en fait, on aura x plus grand ou égal à 0 moins y plus grand ou égal à 0, on se reporte au cas plus haut, et du coup on a x moins y racine de d, qui est plus grand ou égal à 1. Or, la norme de z, qui doit valoir plus ou moins 1, c'est x plus y racine de d fois x moins y racine de d. Et x moins y racine de d étant plus grand ou égal à 1, vu que le produit de ces deux termes doit être plus ou moins 1, ça nous montre que x plus y racine de d est plus petit que 1 en valeur absolue, c'est-à-dire compris entre moins 1 et 1. De même, si x est plus petit ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0, cette fois-ci, on considère moins x qui est plus grand ou égal à 0, on se ramène au cas numéro 1, moins x plus y racine de d est plus grand ou égal à 1, donc plus grand ou égal à 1 en valeur absolue, et vu que la norme de z, ça va correspondre au produit de moins x plus y racine de d et x plus y racine de d à un signe moins près, qui vaut plus ou moins 1, en valeur absolue, 1, ça va valoir le produit de moins x plus y racine de d et de x plus y racine de d, ce qui montre, vu que moins x plus y racine de d est plus grand ou égal à 1 en valeur absolue, que x plus y racine de d est plus petit ou égal à 1 en valeur absolue, c'est-à-dire compris entre moins 1 et 1. Et du coup, on constate que le seul cas dans lequel z est plus grand ou égal à 1, c'est quand x est plus grand ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0. Et donc, on vient de montrer le résultat qu'on souhaitait montrer. Dans une seconde question, on nous demande de considérer l'ensemble, qui est l'ensemble des inversibles de z racine de d, donc c'est-à-dire des éléments de z racine de d de norme plus ou moins 1, tel que z y soit strictement supérieur à 1. Et on nous demande de montrer que cet ensemble admet un minimum qu'on va noter U, et qui va en fait se révéler être l'unité fondamentale du théorème 3 qu'on essaye de montrer. Ce qu'on montrera dans la question suivante. Donc voilà, on considère l'ensemble E, qui est l'ensemble des Z inversibles de Z racine de D, tel que Z soit strictement supérieur à 1, et on va montrer que cet ensemble admet un minimum. Donc, pour faire cela, déjà, on constate que cet ensemble, il est non vide. Ce qui fait que cet ensemble, il est non vide, c'est le théorème admis. Le théorème admis, il nous dit qu'il y a une solution non triviale de l'équation de Pell-Fermat. Alors, quitte à passer, est-ce que je l'ai rédigé ou pas? Non, je l'ai pas rédigé. Bon. Alors, le théorème qu'on a admis, il nous dit qu'il y a une solution de l'équation de Pell-Fermat. Alors, on sait que si xy est une solution de l'équation de Pell-Fermat, moins xy l'est aussi, x moins y l'est aussi, et moins x moins y l'est aussi. Ça vient du fait que x carré moins dy carré, c'est la même chose si on change les signes de x et de y, parce que le carré d'un nombre négatif, c'est la même chose que le carré de sa valeur absolue. Donc, vu qu'on a une solution de l'équation de Pell-Fermat, quitte à passer avec des moins x, des moins y, des moins x plus y, etc., il y en a au moins une pour lesquelles x et y sont positifs, et différents de 1, 0 et de moins 1, différents de 1, 0. Et du coup, cette solution, c'est un x, ça correspond à un x plus y racine de d de norme plus ou moins 1. Et ce x plus y racine de d, vu que x et y sont positifs et que c'est pas le couple 1, 0, ça nous montre que x plus y racine de d est strictement supérieur à 1. Et donc c'est bien un élément de l'ensemble, excusez-moi, c'est bien un élément de l'ensemble E ici, parce que si x et y sont pas 1, 0, on a x plus y racine de d qui est notamment plus grand que y racine de d
et y différent de 0, donc c'est plus grand, strictement supérieur à 1. Voilà. Donc voilà, c'est ce théorème admis qui nous montre que l'ensemble est non vide. Maintenant, on va essayer de montrer qu'il possède un minimum. Donc la question précédente, elle nous disait que z était strictement supérieur à 1 si et seulement si x et y étaient z était plus grand ou égal à 1 si seulement si x et y étaient plus grand ou égal à 0. Maintenant z est strictement supérieur à 1 si et seulement si x et y sont plus grands ou égal à 1. On prend x plus y racine de d et x' plus y' racine de d, deux éléments de cet ensemble E. J'ai oublié de préciser, plutôt je les prends dans E, pas dans... Je veux aussi qu'il vérifie z strictement supérieur à 1. Et du coup, quand je prends x plus y racine de d et x' plus y' racine de d dans E, et que j'impose en plus y strictement inférieur à y', on va se rendre compte que cela implique en fait que x soit plus petit ou égal à x'. En effet, on a x carré qui est égal à dy carré plus ou moins 1, et x' carré qui est égal à dy carré plus ou moins 1. Ça vient du fait que l'élément z est de norme 1, et donc que x et y sont une couple solution de l'équation de Pell-Fermat. Donc, on a ça, et on a que y' est strictement supérieur à y, et que d plus grand ou égal à 2. Et ça nous montre que x' est plus grand ou égal à x. Parce que x' c'est égal à dy' carré plus ou moins 1. dy' carré plus ou moins 1, vu qu'y' c'est plus grand ou égal à y plus 1, il se trouve que du coup c'est supérieur à dy' carré plus ou moins 1, qui est x carré. On a montré que x' carré était plus grand ou égal à x carré, donc que x' est plus grand ou égal à x. Du coup, on prend le u, qui va être l'élément minimal de notre E, et ce u, ça va être le x plus y racine de d dans E, tel que y soit minimal. Parce que si on prend y minimal, du coup, ça nous montre que, comme x', et alors, si on prend n'importe quel, si on prend un y minimal et qu'on prend un autre y', il va être plus grand que ce y, avec x plus y racine de d et x' plus y' racine de d dans E, ça va montrer qu'x' est plus grand que x, et du coup, x' plus y' racine de d, ça va être plus grand que x plus y racine de d. Donc, en fait, en prenant y minimal, ça nous montre que x plus y racine de d est plus petit qu'un autre x' plus y' racine de d. Alors, à noter qu'éventuellement, il pourrait y avoir deux valeurs éventuelles de x qui correspondent à ce y, parce qu'il y a l'équation norme de x plus y égale 1 et norme de x plus y égale plus ou moins 1. Alors, en fait, il s'avère que ça apparaît seulement dans le cas d égale 2, qui est en fait assez facile à mettre de côté. Mais du coup, ça peut arriver quand même. Et du coup, si y est minimal et qu'on prend x, du coup le minimum de ces deux potentiels éléments, on a que x plus y racine de d, ça va être plus petit qu'un x' plus y' racine de d. Et du coup, ça nous montre que u qui est égal à x plus y racine de d, c'est bien un minimum de e, vu que n'importe quel autre élément dans e est plus grand que lui. Et du coup, on a montré cette deuxième question. Maintenant, on en arrive à une dernière question, qui nous demande en fait de conclure sur le théorème qu'on souhaitait montrer, celui-ci là, en disant que, en montrant que les inversibles de z racine de d, alors les inversibles de z racine de d, c'est bien la même chose que les éléments qui z bar égale plus ou moins 1, comme on l'a montré dans cette question-là. Et ça nous demande de montrer que cet ensemble-là, c'est l'ensemble des plus ou moins u puissance n avec u qu'on a défini avant. Donc que notre unité fondamentale est bien l'unité fondamentale qu'on cherchait. Donc pour montrer ça, on est parti. En fait, on va d'abord montrer que les éléments de E, alors on le rappelle, les éléments de E, c'est cet ensemble-là. C'est nos éléments inversibles, on veut tous les écrire sur la forme plus ou moins u puissance n, et on va considérer, parmi les éléments inversibles, on va déjà écrire les éléments de E,
sous la forme plus ou moins u puissance n. Donc si on prend z dans E, on va montrer qu'il s'écrit sous la forme u puissance n avec n un entier naturel. Alors si c'est pas le cas, vu que u est strictement supérieur à 1, u puissance n ça tend vers l'infini quand n tend vers plus l'infini, ce qui fait que z on va pouvoir l'encadrer, vu que z il est aussi strictement supérieur à 1, entre un u puissance n et un u puissance n plus 1 pour des n donnés dans l'ensemble des entiers naturels. Mais si on encadre z entre u puissance n et u puissance n moins 1, plus 1, on peut considérer le nombre z fois u puissance moins n, qui, vu que u est une unité de z racine de d, z fois u puissance moins n, c'est aussi une unité de z racine de d, hein, parce que z racine de d croix, c'est un groupe, donc il est stable par produit et par inverse. Et vu que z il a été compris entre un et un plus 1, ça montre que z u puissance moins n, il est compris entre 1 et u. Et z u puissance moins z, il est aussi, comme on l'a dit, dans les unités de z racine de d, ce qui montre que z u puissance moins n, il est dans E, parce que c'est une unité, et qu'elle est strictement supérieure à 1. Mais elle est aussi dans E et strictement inférieure à U. Mais U, on a dit que c'était l'élément minimal de E. Minimum de E. Et ça, c'est absurde. Donc ça nous montre que Z, il n'était pas strictement compris entre un U puissance n et un U puissance n plus 1, et donc il est bien de la forme U puissance n avec n un entier naturel. Donc on a montré que c'était bien des U puissance n dans le cas où on était dans E. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une unité mais qui n'est pas dans E? Alors si on a une unité qui n'est pas dans E, on l'écrit z égale x plus y racine de d. Et alors soit z c'est 1, moins 1, et auquel cas c'est plus ou moins u puissance 0 et on a réglé le problème. Soit z c'est x plus y racine de d qui est différent de plus ou moins 1. Mais s'il est différent de plus ou moins 1, z égale x plus y racine de d, alors soit on a z qui est strictement supérieur à 1, soit c'est pas le cas. Mais z strictement supérieur à 1, c'était x et y qui étaient plus grand ou égal à 0, et cas z différent de 1 qu'on a déjà traité avant. Mais si on n'a pas x et y plus grand ou égal à 0, alors on a soit x moins y racine de d qui vérifie x et moins y plus grand ou égal à 0, soit moins x et y plus grand ou égal à 0, soit moins x et moins y plus grand ou égal à 0. Et donc on a un des éléments, x plus y racine de d, x moins y racine de d, moins x plus y racine de d, moins x moins y racine de d, qui sont dans E. Et vu que x moins y racine de d, c'est la même chose que z bar, et c'est la même chose que plus ou moins z moins 1, excusez-moi, parce que z bar, ça fait plus ou moins 1. Ça nous montre que soit on a plus ou moins z moins 1 qui est de la forme u puissance n, d'après ce qu'on a montré avant, tous les éléments de E sont de la forme u puissance n, soit qu'on a plus ou moins z moins 1 qui est de la forme u puissance n encore, soit qu'on a moins z qui est de la forme u puissance n. Mais dans tous les cas, ça nous dit que z est de la forme u puissance k, quitte à passer en prenant k égale moins n, en passant à l'inverse, ou plus ou moins u puissance k, vu qu'il y avait un éventuel plus ou moins devant. Et du coup, on a montré que notre élément, il s'écrivait sous la forme plus ou moins u puissance n, avec un n donné. Et ah non, excusez-moi, là j'aurais pas dû rajouter ça. Parce que un de ces éléments-là est dans E, il s'écrit donc u puissance n, et du coup z, qui vaut à chaque fois plus ou moins l'inverse de l'élément, ou moins l'élément, bon un truc comme ça, il s'écrit plus ou moins u puissance n, avec n, un entier. Et ça nous montre, finalement, que z racine de d, l'ensemble des inversibles de z racine de d, c'est bien les plus ou moins u puissance n, avec n dans z, et on a montré le théorème 3, je crois, une notation un peu bizarre, parce qu'il numérote les propriétés et les théorèmes. On a montré le théorème 3, c'est ce qu'on voulait faire. Bon, maintenant, on va utiliser le théorème 3 et l'appliquer à la résolution de l'équation de Pell-Fermat. Donc, hop là, j'ai 3 équations de Pell-Fermat, là, et je vais les résoudre les unes à la suite des autres. Donc la première, d'abord, c'est x carré moins 2y carré, donc le cas d égale 2 dont je parlais tout à l'heure, qui vaut, quand ça x carré moins 2y carré, ça doit valoir plus ou moins 1.
On va d'abord résoudre ce cas-là, puis ensuite on s'intéressera en particulier au cas où x carré moins 2y carré c'est 1. Donc, on résout x carré moins 2y carré égale plus ou moins 1. La première chose qu'on fait, c'est chercher l'unité fondamentale. Alors l'unité fondamentale, pour l'instant on n'a pas de méthode, j'en donnerai dans une prochaine vidéo. Du coup on va la chercher à la main. Alors là on se rend compte que assez rapidement on teste x à partir de 1, x égale 1, et on regarde en fait le premier truc qui pourrait arriver, x égale 1, y égale 1, et on voit que 1 carré moins 2 fois 1 carré, ça fait moins 1. Ce qui nous montre bien que le couple 1-2 c'est solution de l'équation 1-1 c'est solution de l'équation de Pell-Fermat, et donc on prend 1 plus racine de 2 comme unité fondamentale, et d'après ce qu'on vient de montrer, les solutions de z dans z racine de d, l'ensemble des inversibles de z racine de d, c'est les puissances de, c'est plus ou moins u puissance n avec n en entier, et du coup les solutions de l'équation de Pell-Fermat, ce sont les couples x, y, qui sont des entiers, ou x plus y racine de 2, c'est du coup quelque chose de la forme plus ou moins u puissance n, d'après le théorème 3. Et du coup, plus u, c'est 1 plus sur 1 plus racine de 2, ce qui nous montre que c'est les couples xy, tels que x plus y racine de 2, ça s'écrit plus ou moins 1 plus racine de 2 puissance n. Bon alors, on pourrait donner, en développant ça avec un binôme de Newton, une expression explicite des coefficients x et y, mais la solution finale, parce que ce que ça donne, c'est pas très dur, mais moche, et du coup, je l'ai pas fait. Maintenant, dans le cas où on cherche plus x carré moins 2y carré égale plus ou moins 1, mais x carré moins 2y carré égale 1, du coup, ça revient à chercher les éléments z, x plus y racine de d, tels que norme z, ça soit 1 et pas plus ou moins 1. Alors, on note que la norme de notre unité fondamentale, c'était moins 1. Et là, du coup, quand on regardait la norme de plus ou moins u puissance n, c'était la norme de u, le tout puissance n, et c'était moins 1, du coup, le tout puissance n. Parce que la norme de u, c'est moins 1. Donc ainsi, quand n est impair, la norme de plus ou moins u puissance n, c'est moins 1, et quand n est pair, la norme de plus ou moins u puissance n, c'est 1. Ah non, c'est excusez-moi. Donc c'est égal à moins 1 puissance n, et ça vaut 1, si et seulement si n est pair. Donc, on en déduit que les entiers, les unités de z racine de 2, les unités de z racine de 2, du coup, c'est les plus ou moins... Ah non. Pas les unités, du coup. Les éléments qui vérifient qu'ils ont une norme de 1. Donc, les éléments qui ont une norme de 1, on avait les éléments qui avaient une norme de plus ou moins 1, c'était les plus ou moins u puissance n, mais ils ont une norme de 1, si et seulement si n est pair, de la forme 2k, donc, et c'est donc les plus ou moins u puissance 2k, c'est-à-dire u au carré puissance k. Et on se retrouve cette fois-ci avec une autre forme de... Alors, pas d'unité fondamentale, parce que j'ai dit unité fondamentale dans le cas où c'était l'équation x carré moins 2y carré égale plus ou moins 1. Mais en tout cas, c'est un générateur de notre groupe des unités. Et du coup, cette fois-ci, c'est les puissances de u carré. Alors, u carré, on peut le calculer, c'est 1 plus racine de 2 au carré, c'est 3 plus 2 racine de 2. Et du coup, les solutions de x carré moins 2y carré égale 1, du coup, c'est les x, y, tels que x plus y racine de 2, ça soit de la forme plus ou moins 3 plus 2 racine de 2 puissance n avec n un entier. Maintenant, la deuxième équation, même méthode, on cherche les solutions de x carré moins 3y carré égale plus ou moins 1, on cherche l'unité fondamentale, alors pour x égale 1, on ne trouve rien, parce que x égale 1, ça fait 1, il faudrait que ça fasse 1 moins quelque chose égale plus ou moins 1, alors 1 moins 0 c'est la solution triviale, on la veut pas, on cherche la première solution non triviale, et puis après on a x égale 1, on veut moins 1, c'est pas possible, parce que 1 moins 3 ça fait moins 2, donc on passe à x égale 2, 2 au carré ça fait 4, ah tiens 4 moins 3 ça fait 1, donc on a une première solution sous la forme 2 au carré, moins 3 fois 1 au carré, qui vaut 1, le couple
2,1 est solution, et 2 plus racine de 3, c'est notre unité fondamentale, et du coup les solutions de l'équation de Pell-Fermat x carré moins 3y carré égale plus ou moins 1, c'est les couples xy, dans z carré plutôt. On sent pas beaucoup des carrés qui manquent. Donc c'est les couples xy, tels que x plus y racine de 3, ça s'écrive plus ou moins 2 plus racine de 3 puissance n, avec n un entier. Au passage, on constate que du coup, vu que l'unité fondamentale est de norme 1, et que la norme c'est multiplicatif, ça veut dire qu'en particulier, la norme de tous les plus ou moins u puissance n, vu que la norme de moins 1 c'est aussi 1, c'est toujours 1, et du coup, en particulier, il n'y a jamais une norme qui vaut moins 1. Et donc l'équation x carré moins 3y carré égale moins 1 n'a pas de solution. Et du coup, voilà, on n'a pas de solution dans ce cas-là. Et enfin, la dernière équation, un peu plus compliquée à faire à la main. Si vous avez réussi, si vous avez essayé et réussi, c'est probablement que vous avez utilisé un ordinateur ou que vous connaissiez déjà d'autres méthodes pour résoudre ça. Donc on cherche les solutions de x carré moins 61y carré égale plus ou moins 1, et on constate comme par magie que l'unité fondamentale c'est 29 718 plus 3805 racine de 61. Bon, alors, comment j'ai trouvé ça ? J'ai lancé un programme Python qui me trouve mon unité fondamentale dans le cas où on a d qui vaut 61, en partant tout simplement de y égale 1, puis en testant les x qui pourraient correspondre pour que ça fasse une norme de plus ou moins 1 à chaque fois, puis ensuite elle égale y égale 2, y égale 3, jusqu'à ce qu'elle trouve une unité fondamentale. Et du coup, si j'exécute ce programme pour 61, ça me donne... Si j'exécute ce programme pour 61, ça me donne le couple de solutions le plus petit, qui est 29 718 et 3805. Et du coup, la plus petite solution de l'équation de Pell-Fermat étant ça, l'équation, l'unité fondamentale, c'est 29 718 plus 3805 racine de 61. Voilà, donc, encore une fois, on a la forme générale des solutions comme les plus ou moins u puissance n. Et juste quelques petites remarques pour finir sur ce cas-là. Alors 61, il se trouve que c'est le nombre inférieur à 100 qui donne les nombres les plus grands, et du coup les unités fondamentales les plus moches. On notera que, du coup, si je cherche ma deuxième solution de l'équation de Pell-Fermat qui est juste supérieure à celle-là, du coup c'est pour u au carré. Du coup là, si je regarde ce que ça donne pour u égale 2, ma deuxième petite solution, c'est celle-là. Je m'embête pas à lire le chiffre, c'est trop long. Alors celle-là, pour la trouver à la main, ça devient déjà compliqué pour un PC. Puis plus généralement, si on regarde la énième, le nombre de chiffres qu'elle a, vu que là il y a à peu près 5 chiffres, et qu'on regarde puissance n, il y a à peu près 5 fois n chiffres. Alors la dixième, vous la trouvez plus avec un PC, elle a 50 chiffres, ça commence à devenir technique. Alors pas parce que le PC arrive pas à mettre 50 chiffres les uns à la suite des autres, mais parce que le programme commence à avoir une complexité, un nombre de calculs en 10 puissance 50, ce qui fait trop pour le PC. Et du coup, on ne trouverait pas la cinquième au PC. Donc c'est quand même cool d'avoir fait cette recherche théorique et d'avoir juste besoin de l'unité fondamentale pour avoir toutes les solutions de l'équation de Pell-Fermat. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de cet exercice. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai un moyen d'obtenir les unités fondamentales de l'équation de Pell-Fermat. Et du coup, à une prochaine pour cette vidéo-là.